Bonsoir à tout le monde. Merci d'être nombreux malgré les conditions dans lesquelles nous allons faire ce direct. Nous vous prions de nous excuser parce que là, nous avons attendu que la lumière revienne, mais ce n'est pas le cas. Mais on doit respecter notre parole. Nous allons faire notre travail. C'est vrai qu'on est un peu épuisé, mais bon, on va faire avec. Nous allons faire un compte rendu de cette audience de ce 15 avril au tribunal militaire sur l'affaire ministère public contre Dangwe, Amour Belinga, Eko et consorts. Les conditions dans lesquelles on va faire le direct ne seront pas très agréables, mais nous vous prions d'être un peu patients. Peut-être la lumière va revenir. Et nous avons pris l'engagement de faire un compte rendu chaque jour. Nous allons nous en tenir à notre promesse. Donc, nous attendons que le quorum soit atteint pour qu'on puisse commencer ce compte rendu d'audience. Compte rendu d'audience ce jour, donc, sur l'affaire Martinez-Zogo. Nous allons, c'est vrai que c'est pas très agréable. On va se battre. On va se battre. On va se battre et on va s'assurer que... Est-ce que au moins le son, ça va? Est-ce qu'on peut s'assurer que le son au moins est de qualité, même si la visibilité n'y est pas? Est-ce que vous pouvez me confirmer que au moins on entend, même si on ne voit pas? J'espère bien que le courant sera atteint tout à l'heure. Ça va pour le son, très bien. C'est l'essentiel, mesdames et messieurs. Vous savez, le procès Martinez-Zogo n'est pas seulement le procès du régime. Le procès Martinez-Zogo est aussi le procès de nos lanceurs d'alerte. Prétendument lanceurs d'alerte. Le procès de Martinez-Zogo est donc le procès phare qui va mettre en lumière les manipulations, la désinformation, non seulement de la part de notre pouvoir, orchestrée non seulement de la part de notre pouvoir, mais aussi organisée par des gens qui sont censés défendre la liberté d'expression, la liberté d'information. Tous les acteurs cybernétiques, c'est aussi ce procès. Donc ce procès nous concerne au premier chef. Nous aussi, c'est notre procès parce que, en tant qu'intellectuels, en tant que lumière de la cité, nous avons notre responsabilité. C'est pourquoi je tiens à ce que cette tradition de compte rendu après l'audience soit pérennisée. Je vais donc aussi, comme la dernière fois, faire le compte rendu de cette audience, l'audience ce jour. Je vais dire que de ce procès pourra naître la nouvelle république que nous souhaitons de tout nouveau. Ce procès est non seulement le procès du régime, je le dis bien, mais le procès aussi des Camerounais dans leur ensemble. Les Camerounais conscients des enjeux, des Camerounais qui se soucient de ce peuple camerounais, qu'il soit de la diaspora ou bien de l'intérieur du pays. Ce procès est un procès des leaders, que ce soit les leaders au niveau de la société civile, que ce soit les leaders au niveau de l'université, que ce soit les leaders au niveau des grands corps de l'État, magistrats, journalistes, médecins. Tout cet appareillage, tout le monde, même le procès des motomanes, le procès des tailleurs, le procès des vendeurs à la sauvette, des Bayam Salam, le procès de nous tous. Parce que Martinez-Zogo était la victime de tous ces visages. Il était le visage de tous les visages. Donc, au sortir de ce procès, nous allons voir plus net
nous allons voir plus clair sur nos responsabilités, sur la nécessité pour nous de respecter le principe d'innocence, le principe d'égalité devant la loi. Ce procès, donc, ce jour, a été à sa deuxième étape, du moins en ce qui concerne le jugement public. Ce deuxième jour d'audience, on peut le dire, était structuré en 3 étapes. Première étape d'entrée de jeu, le président a donné la parole au procureur, au commissaire du gouvernement, au ministère public, pour que les réquisitions du commissaire du gouvernement soient développées, doivent présenter au tribunal. Par la suite, la deuxième partie donc consistait à répondre de la part du président du tribunal aux demandes formulées par la défense. Vous vous souvenez que à l'entame de ce procès, la défense, les avocats de la défense ont formulé un ensemble de demandes. Un ensemble de demandes sur les questions de procédure, sur les questions de publicité du procès qui doit être télévisé, radiodiffusé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y avait même des polémiques, vous vous souvenez, des polémiques sur le statut de l'État. Est-ce que l'État est civilement responsable, ou bien l'État peut se pourvoir pour faire prévaloir un statut de victime éventuelle, auquel cas il serait aussi conçu comme partie civile. Donc, tous ces débats, il fallait donc que le président donne des éléments de réponse. C'était la deuxième partie du procès. Ça en est suivi donc, au niveau de le troisième moment phare du procès, il s'en est suivi donc un ensemble de questions, c'est-à-dire qu'un débat houleux, dont je vais vous donner les détails tout à l'heure, un débat houleux où les avocats de la partie civile, les avocats de la défense, le représentant de l'État, c'est-à-dire Maître Koulo Assira, tout ce monde, ce parterre d'acteurs du procès ont formulé des objections décisives. Et sur la base de leurs observations, ils ont vraiment mis en difficulté, je peux dire, le tribunal, parce que je peux vous le dire aussi, c'est l'observation. J'ai fait un rapport vraiment objectif, sans passion, de ce débat. Je peux vous dire, vous qui n'étiez pas là, que cette journée a été une journée quand même spéciale, parce que je voyais quand même le collège des juges, le président et ses 2 assistants, et les 2 juges qui l'accompagnaient, à tout moment se concerter, arrêter même pendant 5 minutes de concertation, parce que les objections des avocats des Coeco, les objections du bâtonnier Maître Tchungang, les observations des avocats de la partie civile, les observations de Claude Assira, qui est représentant de l'État, c'est-à-dire de la DGRE, toutes ces observations étaient vraiment tellement pertinentes sur, non seulement, nous allons voir dans la suite, non seulement sur les questions relatives au statut de l'État dans la procédure, mais aussi aux questions liées à la communication de la liste des témoins. C'est important, vous comprenez cela, parce que le procès ne peut pas être équitable, le procès ne peut pas être ne peut pas être serein, toutes les parties étant à égalité, si certains préalables, les questions préjudicielles, comme on dirait en langage technique, ne sont pas levées, ne sont pas débattues. Donc, à travers donc, toutes ces observations-là, les questions dans la procédure, on a pu avoir donc un autre moment du procès. La première étape donc de ce procès de ce jour donc a consisté pour le ministère public, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement, qui a été appelé à la barre entre guillemets par monsieur le président pour donner ses réquisitions. Le ministère public, donc, le commissaire du gouvernement, il a axé son discours sur 2 points. Il dit que toutes les questions ne seront pas abordées. Toutes les demandes formulées
au cours du procès précédent, au cours de la précédente audience, ne seront pas abordées dans le détail. Mais il a retenu deux principales questions liées non seulement d'abord à la demande de diffusion télévisée, radiodiffusée du procès, mais aussi sur la question fondamentale de la communication des éléments du dossier ou bien de la communication du dossier à la défense. Donc, il a décidé de répondre à ces deux questions d'entame. Sur la première question, donc, il a fait observer que c'est vrai, la retranscription, la diffusion du procès à la télé, à la radio, suivant ce que les éléments de la défense, les avocats de la défense ont dit, donnerait plus de transparence à la chose, à la manifestation de la vérité. La justice étant donnée au nom du peuple, effectivement, il comprend cette demande qui est formulée par la défense, c'est-à-dire demande formulée notamment par le bâtonnier Tchungang, pour faire en sorte que le procès soit public, c'est-à-dire diffusé, et qu'il soit enregistré au besoin. Il a dit qu'il comprend ça, mais que ce soit au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit au niveau du pacte des droits de l'homme, des droits civils et politiques, il n'y a pas un préalable qui est défini, c'est-à-dire une obligation qui est élaborée, qui est énoncée, qui obligerait le tribunal à donner la possibilité au public dans son ensemble à suivre le débat à la télévision ou bien à la radio. Donc, il a dit de plus, la légalité, le cadre légal, le cadre, la législation camerounaise ne permet pas que il puisse donner satisfaction aux avocats de la défense sur cet élément-là. Parce que sur cette base-là, le seul élément qui pourrait être mobilisé pour justifier cela, les éléments se rapportant à l'élaboration, l'articulation légale de cette demande, ce serait l'article 306. L'article 306 du Code de procédure pénale, relatif à la police des audiences. Il a dit qu'il ne peut pas accorder cette prérogative parce que justement, d'après lui, le procès dans le public, tout le monde est habilité à venir suivre les débats, à moins que le décide autrement, à moins que le président en décide autrement. Voilà les éléments qu'il a donnés. Donc, en conclusion, il a rejeté cette demande sur l'enregistrement. Et par rapport à l'enregistrement des débats, il a dit que le procès étant public, les gens peuvent relever eux-mêmes conseiller eux-mêmes les débats, et surtout, le greffe est là, qui pourrait donc donner la possibilité à tout le monde de s'informer sur ce qui s'est passé. Comme le bâtonnier Tchungang disait que non, pour la postérité, il dit non, justement pour la postérité, le greffe du tribunal militaire est là pour donner donc ces informations au public, aux générations qui vont venir. Voilà donc quant à la première demande majeure de la défense relative à la publicité, c'est-à-dire à la retransmission, à la communication des débats à la télé ou bien à la retransmission en direct du débat. La deuxième chose, c'est relative à la demande des avocats d'avoir une copie du dossier d'accusation. Il a dit quand même qu'à ce niveau-là, il y a une absence de fondement légal de certaines de ces demandes-là, parce que il s'est appuyé sur la théorie juridique, et notamment sur une sorte de terminologie, pour répondre à la question de savoir est-ce que les avocats vont avoir accès, excusez, il y a une petite mouche là, parce que la torche, le lampadaire miniaturisé là, m'oblige à fixer ça sur mon regard, et ça amène des petites mouches là à rôder. Alors il a dit, excusez-moi, il s'appuie sur la terminologie pour répondre à sa question, à la question de savoir est-ce que les avocats de la défense doivent avoir une copie du dossier d'accusation, ou bien est-ce qu'il y a une autre disposition de la loi qui lui donne l'attitude de faire autrement. Il a dit donc que, s'appuyant sur la théorie, s'appuyant sur l'analyse terminologique,
Il a d'abord dit que il faut étudier un ensemble d'éléments. Parce qu'il formule cette demande-là sur la base des éléments théoriques. C'est-à-dire que en s'appuyant sur les textes, en s'appuyant sur les éléments de procédure, en s'appuyant sur la rhétorique de l'avocature, c'est-à-dire, s'il faut le dire ainsi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour répondre à cette question, il faut analyser un ensemble de concepts, de notions de droit, notamment la notion d'acte de procédure, la notion de la notion de pièce du dossier. C'est quoi un acte de procédure? C'est quoi une pièce du dossier? C'est quoi la reproduction d'un dossier de procédure? C'est quoi communiquer, la communication des pièces aux parties? Donc, à partir de la clarification terminologique, il a soutenu que les trois dernières notions, c'est-à-dire les pièces du dossier, la reproduction du dossier de procédure, la communication des pièces, à partir de ces trois éléments, il peut arriver à une alternative. Parce que les droits de la défense doivent être respectés. Parce que, comme le disent les avocats de la défense, il doit y avoir une égalité d'accès aux pièces du dossier, une égalité dans les armes à utiliser. Il est impératif que, pour répondre à toutes ces questions-là, il faut identifier d'abord qui sont les parties. Qui sont les parties du procès qui peuvent prétendre aux pièces du dossier. Est-ce que ces parties doivent prétendre avoir une copie du dossier? Est-ce que ces parties doivent seulement consulter le dossier? Est-ce que ces parties doivent consulter les pièces ou bien consultent, on leur donne la possibilité d'avoir une copie du dossier de procédure. Donc, il dit donc que sur cette base-là, d'après lui, seule la consultation du dossier doit être recommandée parce que, suivant donc un ensemble de dispositions de la loi, notamment l'article 416, il a demandé donc qu'il plaise au tribunal de recevoir les parties en leur demande et de donner acte à ce qu'ils puissent consulter le dossier et rejeter les autres prétentions de la défense. Sur la demande des avocats, les ayants droit de citer l'État du Cameroun comme civilement responsable, il a dit sur ce point-là, cette demande semble inappropriée en l'État. Il faut savoir, est-ce que l'État est civilement responsable ou bien est-ce que l'État peut se prétendre être une victime, de revendiquer le statut de victime de partie civile au procès. Donc, il a dit que ces questions-là seront abordées en temps opportun. Maintenant, le deuxième moment était donc axé sur la réponse du président après les réquisitions du procureur, après les réquisitions du ministère public, après les réquisitions du commissaire du gouvernement. Avant cela, donc, il a donc dû suspendre d'abord l'audience parce que pendant 30 minutes pour pouvoir donc analyser toutes ces questions-là. Et par la suite, donc, l'audience a repris et il s'est prononcé donc. Il a donc donné acte. Il a pris acte de la décision de Maître Bouni, de ce il s'est rétracté. Parce que vous vous souvenez, lors de la première audience, Maître Bouni a finalement décidé de se rétracter. Avant, il demandait le huis clos, soit partiel, soit huis clos complet. Maintenant, à la suite, vous vous souvenez, à la suite de la réaction du représentant de l'État, la DGRE, Maître Bouni s'était rétracté. Il a dit, bon, je ne demande plus le huis clos. Maintenant, que le débat soit public, que ce qui doit être su soit su. Donc, le président a pris acte de cette décision de Maître Bouni, représentant des COECO, de ce que il s'est rétracté et il ne demande plus le huis clos.
sur l'affaire, vous vous souvenez de l'affaire de l'acte de mariage, où on disait que Martinez Zogo avait fait, bon, ou maître, ou le bâtonnier Tchungang disait que non, on ne peut pas, on n'est pas sûr de qui est mort. Parce que, non seulement, il y a des conséquences juridiques terribles. Si on est en l'état de ne même pas décider qui est mort. Et est-ce que Mbani Modeste Martinez, est-ce que c'est la même personne que Martinez Zogo? Le président a dit donc, après la décision qui suit, il ne peut pas prétendre juger du caractère apocryphe de l'acte de mariage de Madame Martinez Zogo. C'est-à-dire qu'en langage simple, il ne lui appartient pas, lui, le président du tribunal militaire, de dire que l'acte de mariage qu'on lui présente est un faux. Ce n'est pas de son ressort. Et, deuxième décision, il a dit que, suivant les éléments de droit, Martinez Zogo, c'est la même personne que Mbani Zogo. Arsène. C'est la même personne. Par rapport à la question de la diffusion radio-télévisée du procès, il a botté en touche. Il a dit que non, ce n'est pas, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Par rapport à l'enregistrement aussi, il a dit que non, c'est au greffe. Il a donné vraiment raison au commissaire du gouvernement. Quant à la question de savoir est-ce qu'on peut amener un vidéoprojecteur, il dit qu'il avisera le moment venu, comme le bâtonnier disait qu'il faut à un moment donné le vidéoprojecteur pour donner la visibilité à certaines preuves. Il a dit que le moment venu, il avisera et il va statuer. Sur l'enregistrement, le tribunal dit que l'audience, donc c'est cela, donc le greffe, il donne raison au commissaire du gouvernement. Par rapport à la question de la communication du dossier d'accusation à la défense, aux avocats de la défense, il a dit que le dossier de procédure sera consulté. Il est disponible et il sera consulté sur place. Vous voyez que c'est un élément important. C'était l'une des réponses, l'une des demandes qui étaient formulées par les avocats de la défense. Écoutez bien ce qui va suivre. Écoutez bien ce qui va suivre. Le président du tribunal a dit, sur la question précise de savoir si l'État peut se constituer partie civile ou bien si l'État peut être déclaré civilement responsable. Il a dit que, et comme le débat l'exigeait, comme la question s'est posée à la première audience, il a dit que cette question-là sera définie le moment venu. En fait, il a renvoyé cette question à plus tard. Écoutez bien ce moment-là, parce que ce moment est central dans le procès. Central dans cette audience d'aujourd'hui, parce que cette question du statut de l'État a pris plus d'une heure 30 de débat. Et elle est importante parce que, comme l'a si bien relevé le bâtonnier Tchungang, cette question est centrale parce qu'il faut qu'on définisse le statut de l'État, parce qu'il faut qu'on sache contre qui, que la défense sache contre qui elle va discuter, contre qui elle va défendre elle va défendre les intérêts de ses clients. Parce que si l'État est civilement responsable, ce n'est pas la même chose que si l'État décide d'entrer dans la procédure comme partie civile. Donc c'est important que vous compreniez cela. Parce que la première, là c'est la troisième partie du procès de ce jour. Et cette question a occupé de longues, je vous ai dit plus d'une heure 30. Parce que la première personne à entrer dans la danse, c'est Maître Kemwe, qui dit que l'État ne peut pas être cité comme partie civile. En réponse à ce que le président disait que non, on renvoie cette question à plus tard. Il a donc dit non, il faut qu'on
règle cette question. Parce que si on ne règle pas cette question maintenant, ça veut dire qu'en fait, le procès part sur la base d'un gros biais. C'est-à-dire que le procès est biaisé dès le départ. Et je peux vous dire que c'était un moment vraiment dense. Dense de débat parce que Maître Bouni a pris la parole et c'était percutant ce qu'il a dit. Il a dit que si on doit évacuer la question du statut de l'État dans la procédure actuelle, à l'heure actuelle, ça veut dire que l'État n'a plus rien à y voir à cette étape du procès. Ça veut dire qu'on doit conduire le représentant de l'État parce que si le président prend sur lui de dire que l'État ne peut pas être, la question du statut de l'État n'est pas prioritaire maintenant, ça veut dire qu'en fait, on reconnaît que le procès passe sur de mauvaises bases. Parce que si on envoie, comment on peut envoyer Claude Assira représenter la DGRE, qui est un démembrement de l'État, c'est-à-dire qui est l'État, d'une certaine façon, et prétendre, comme le faisait justement, comme voulait le faire le président, que l'État, la question ne se pose pas pour le moment. Donc vraiment, il a été incisif là-dessus. Il a été incisif. Excusez-moi, il y a un choronco qui vient nous perturber là. On va continuer. Et il a dit, on ne peut pas entrer dans un dossier par effraction. Donc le président ne peut pas laisser cette... pour lui, c'était même quelque chose d'innommable. Que prétendre que l'État, on ne peut pas statuer sur le statut de l'État à l'instant. Je crois que je vais éteindre ce choronco. Et avoir la sérénité des débats. Parce que les gens ne comprennent pas qu'à ce niveau-ci, on parle de choses importantes. Excusez-moi, je vais donc devoir... 2 secondes là, je vais éteindre cette affaire, ce qui va nous mettre en difficulté. Voilà. Donc, Maître Bouni a été très incisif sur cette question-là. Et vraiment, je vous dis, c'était un très grand moment. Et j'invite vraiment le public à venir suivre ce débat parce que on apprend beaucoup de choses. Il dit que l'État ne peut pas entrer dans la procédure par au moins d'une forfaiture. Et le bâtonnier Tchungan est allé plus loin. Il a dit que mais l'État veut rentrer dans la procédure par effraction. C'était vraiment très important à retenir. Donc il dit il faut évacuer cette question-là. Parce que si l'État doit entrer dans la procédure comme partie civile, on veut savoir quel a été le crime qui aurait été commis contre l'État pour que l'État prétende qu'elle peut entrer dans la procédure comme partie civile. En réalité, d'après Maître Bouni, c'est clair que l'État veut se débiner. C'est-à-dire que l'État veut fuir ses responsabilités en prétextant qu'il peut se constituer partie civile. Donc, on ne peut pas avoir un représentant de l'État, DGRE, et en même temps, alors que sur les 17 membres, sur les 17 accusés, 13 sont des éléments de la DGRE. Donc pour lui, ça n'a aucun sens. Donc, pour lui, c'est une double casquette qu'il faut évacuer dès à présent. Pour lui, l'État n'a pas sa place ici, c'est tout pour lui. On ne peut donc pas prétendre d'après lui que la question sera examinée le moment venu parce que sous le prétexte seulement que on dit que toute personne qui se sentirait victime peut se constituer partie civile.
suivant l'article 350 du Code de procédure pénale. Il dit que non, cette affaire-là, ça ne passe pas. Parce qu'il faut déterminer, dans ce cas, qu'est-ce que l'État fait, quel est son intérêt, quel est son intérêt direct dans la chose. Donc, c'est une question de fond. Pour lui, donc, l'État est de mauvaise foi. Et le bâtonnier Tchungang reprend la parole pour dire que pour lui, c'est un débat de cadrage et de principe. Il faut vérifier la qualité des parties. Initio. C'est-à-dire, avant toute chose, avant le début du procès, pour lui, c'est une question de principe. Il faut absolument qu'on détermine ça maintenant. Sinon, c'est un scandale. Pour le bâtonnier, c'est un scandale. Et qu'il n'a jamais, de toute sa vie d'avocat, il n'a jamais vu ça. Que des questions de fond, on puisse les réserver à l'analyse au cours du procès. Non. Il a dit pour lui, on ne peut pas, l'État ne peut pas entrer par embuscade dans la procédure. Ça n'aurait aucun sens. C'est à l'entame et il a pris le parallèle avec un match de football. L'arbitre, les commissaires du match, tout le monde doit vérifier si tous les joueurs sont en règle avant de prétendre donc ouvrir, donner le coup d'envoi du match. Si on attend que le match se joue et après, a posteriori, on décide donc que l'État n'était pas partie civile ou bien est partie civile, alors il y a un biais important. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent tricher. Et pour lui, ça ne passait pas. Et il a dit en réalité qu'il soupçonne, si les choses s'en tenaient à ça, à cet état de choses, il soupçonne le commissaire du gouvernement de prendre fait et cause pour l'État. Alors qu'en réalité, il défend l'égalité d'une façon, les principes et le peuple. Et même les partis aussi. Et qu'ils sont des préalables. C'est-à-dire définir le statut d'État comme partie civile ou bien civilement responsable, ça se décide maintenant. Ça devrait se décider maintenant. Parce que sinon, les conditions d'exercice de la justice même sont sabordées. C'est-à-dire qu'ils sont absolument sans fondement, sont biaisés, sont bafoués. Parce qu'il a rappelé que les dispositions de la loi ont un ensemble de caractéristiques. Il faut définir la qualité. Qui a qualité pour être partie civile? Il faut avoir l'intérêt dans l'affaire. Il faut qu'il y ait un intérêt direct dans l'affaire. Suivant les dispositions de l'article 75. Il faut avoir un préjudice. Il faut avoir subi un préjudice direct, certain et actuel. Ce n'est pas en cours de débat, ce n'est pas à la fin, mais au début qu'on doit déterminer tous ces préalables. On doit savoir donc contre qui on se défend aussi. Parce que ça répond aussi à cette question-là. Si on définit bien le rôle de l'État, le statut de l'État, on va savoir finalement contre qui on se débat. On débat. On doit savoir contre qui on doit défendre ses intérêts. Il faut donc décider maintenant. Si l'État est décidément responsable, le statut de l'avocat change. C'est important. Mec Tchungang dit que si l'État est suffisamment responsable, alors la défense n'est plus la même. Le statut même de l'avocat n'est plus le même. Et les conséquences ne sont pas les mêmes. Et pour lui, ce débat est fondamental. Il faut batailler à armes égales. Et il a fait observer que depuis le début, les avocats sont traités avec légèreté. Et cette question, la façon dont ils veulent traiter cette question aussi, montre que c'est comme si avec quelque chose de louche qu'ils voulaient protéger. Et il a dit que donc il faut évacuer cette question. Et je peux vous dire que, excusez-moi, j'avais mon truc là. Oui, voilà. J'avais un truc là, il fallait que je... Parce qu'il fait chaud et il n'y a pas la lumière. Donc, il dit que c'est maintenant qu'il faut évacuer cela. Donc, ce long réquisitoire du bâtonnier et de Maître Mouni a été suivi de longues minutes de concertation entre le président et les autres membres du collège des juges. Et c'est là où on a compris l'importance de la place centrale qu'occupent les vrais avocats dans la défense d'une cause. Parce que ces avocats, en même temps qu'ils défendent leurs clients,
Mais en même temps qu'il défend aussi les principes de droit. Mais en même temps, il protège aussi l'État. Parce que si l'État commet une telle forfaiture, ça n'honore pas seulement l'État, ça n'honore pas seulement les victimes, mais aussi ça travestit même la mémoire de la victime. Après dans cette longue concertation, l'avocat, un autre avocat a pris la parole, Maître Njaranjana, pour lui donc dans un dossier pénal, pour mieux le comprendre, il faut mobiliser les notions du code civil. Et il a insisté sur ce que Maître Bouni a dit au départ, c'est-à-dire que si on dit qu'il y a 17 accusés et 13 sont des préposés à la DGRE, il faut examiner donc la question fondamentale. Quelle est la question centrale, la notion centrale de la faute détachable? Si 13 personnes sur les 17 sont des préposés de la DGRE, est-ce qu'ils ont agi en leur nom, en lieu et place de la DGRE? Est-ce que par contre, on peut dire qu'ils ont agi pour eux-mêmes, alors que les instruments qu'ils ont été utilisés, le bureau où ils ont fait le complot, le conciliabule pour tuer Martinez Zogo, tout ça s'est fait au niveau de la DGRE. Comment on peut donc dire maintenant que on va détacher cette faute? Et il a dit donc que si on décide dans ce sens-là, en disant que peut-être la DGRE n'a rien à y voir, c'est en ce moment-là qu'on va donc décider aussi qui est civilement responsable. Qui va payer à qui? Il faut savoir quel matériel ils ont utilisé et à partir de là, à quel titre ils ont agi. Parce que si on ne décide pas ça maintenant, on ne peut donc pas comprendre par la suite. Parce que à cette question de la faute détachable, il y a la question de la réparation. Parce que quand on a décidé qui a fait quoi, au nom de quoi, on va donc décider, suivant les deux, il a convoqué deux dispositions donc, du Code civil, c'est-à-dire que le 1382 et le 1384. Le 1384 notamment, il faut savoir qui est responsable des choses qu'on commet, et si c'est son propre chef, et en complicité avec les autres. Donc il a vraiment élaboré un ensemble de discours là pour dire qu'en réalité, la question fondamentale du statut de l'État doit être élucidée maintenant. Parce que pour lui, on ne comprend pas que la DGRE puisse se constituer partie civile maintenant. Comment? Prétendre que, bon, comme nous fait la DGRE, comme l'a fait le représentant de la DGRE de l'État du Cameroun, DGRE, Claude Assira, prétendre que son image a été écornée et il peut donc se prétendre se prévoir sous la forme au nom comme partie civile. Ça n'a, d'après lui, aucun sens. Ça n'a aucun fondement. Et il a dit même que, du point de vue de la loi, du point de vue du droit, cette question ne peut être abordée par le tribunal militaire. Le tribunal militaire n'est pas compétent pour statuer et savoir les questions du statut de l'État comme partie civile. Parce que les questions de réparation vont se poser, mais le tribunal militaire ne peut pas accorder comme ça, tout de go, à l'État, ce statut de partie civile. Parce que ça présuppose que l'État, que le tribunal militaire prend la place du tribunal de grande instance ou on ne sait pas quoi. Donc, pour lui, donc, il n'y a pas d'action civile ici dans cette affaire pénale. Parce que sinon, l'État doit attendre l'action récursoire. C'est-à-dire qu'il doit d'abord assumer ce qu'il a assumé. Et s'il va donc poursuivre les gens par la suite, l'action récursoire sera engagée. Voilà sur lesquelles les objections décisives de Maître Njaranjana. Pour lui, la demande de l'État en tant que partie civile est irrecevable. Irrecevable. La DGRE ne peut pas agir
comme ça dans cette procédure, comme simplement elle aurait été flouée par ses propres agents. Pour lui, ça ne tient pas. Bon, bien évidemment, le parquet, le ministère public a voulu prendre la parole, a insisté pour prendre la parole. On s'était attendu, on se serait attendu, on s'était attendu à ce que une objection très importante soit formulée. Le président du tribunal leur a donné la parole. Et bon, à la stupéfaction générale, la dame qui représentait donc la dame du ministère public a dit que maître était mal habillé. Donc ça a provoqué un éclat de rire dans toute la salle. Et maître Njana donc a seulement ri. Et ce qui fait donc mais ça n'a pas du tout plu aux autres avocats, parce que l'un de s'est levé, il a dit que le parquet doit respecter la défense, comme la défense la respecte aussi. Le ministère public donc, doit respecter la défense, comme la défense le respecte aussi. Donc, vous vous souvenez, et l'autre anecdote, là nous sommes un peu, on souffre un peu en anecdote. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous parlais de l'un des accusés qui jouait au galant. Le président aujourd'hui lui a demandé de retirer ses lunettes parce qu'il veut voir ses yeux, il veut voir l'expression de son visage, il veut voir son visage et avec toutes ses mots pour déterminer qui sont en réalité. Donc, notre avocat s'est levé et a dit que ce débat sur la question du statut, savoir si l'État est civilement responsable ou bien l'État est victime, est un débat en faveur des victimes. Pour lui, donc, la DGE veut tricher. En réalité, on se serait attendu à ce qu'ils viennent soutenir leurs gens qui sont accusés, les 13 accusés au nom de la GE et qui travaillaient à la DGE. Mais on est étonné que la DGE vienne maintenant jouer aux victimes. Et pour lui, donc, c'est malsain. Et pour lui, il fallait même mettre l'État dehors, le représentant de l'État, la DGE dehors. Parce que sinon, pour lui, ce qu'il constate, c'est qu'on tourne en rond et on perd du temps. Maître Jules Mbappé, je crois, il s'est levé, il a dit que pour lui, il est mal à l'aise parce que on a fixé le cadre dans lequel on devrait agir. Aujourd'hui, on devait parler maintenant de la communication. On avait dit qu'on devait répondre aux parties. Dans le précédent, la précédente audience, on avait dit que le président devait répondre aux demandes de la défense et plus communiquer la liste des témoins. Donc pour lui, donc, il a l'impression que on tournait en rond avec ce débat sur la qualité de l'État, la qualité juridique de l'État en ce moment-là. Parce qu'en réalité, d'après lui, il fallait donc qu'on rappelle l'agenda qui a été arrêté dès le départ, à la première audience, et le suivre. Et là, il interpellait vraiment le président en lui-même. Il disait, mais je ne vois pas en vous le poisson qui est au fond de l'eau. C'est ça qu'il a donné comme explication. Il faut qu'on accomplisse les formalités, communiquer la liste des témoins. Parce que les débats ne sont pas encore engagés à proprement parler. Et il faut vraiment que le président, d'après lui, se mette au-dessus des autres. Aussi bien le ministère public, la défense que les partis civils. Donc, Maître Kemois a relevé, a observé que l'unanimité se fait autour de la situation du statut de l'État, sur la question de savoir est-ce que l'État doit être appelé comme partie civile et qu'on décide de ça maintenant. Pour lui, donc, il faut qu'on avance et qu'on notifie aux accusés même de quoi ils sont pleinement, avec tous les éléments à charge, de quoi ils sont accusés. Bon, maintenant, il y a un autre avocat qui a suggéré, fait des propositions, comment organiser, donc, puisque le président a décidé que nous, on ne va pas communiquer, on ne va pas donner une copie du dossier d'accusation aux avocats, qu'il fallait le consulter sur place. Il a donc dit qu'il faut qu'on organise cela, qu'on organise donc la consultation donc, du dossier de procédure, le dossier d'accusation. Je ne sais pas, vous allez décider. Comment on peut se faire. Il veut qu'on pense
qu'on songe à comment ça peut se faire de manière pratique, parce qu'il faut qu'on avance. Quelles sont les modalités pratiques, comment cela pourrait être possible, parce que on a au moins il y a 17 accusés avec une pléthore d'avocats. Comment concrètement cela va se faire? Comment cela sera organisé? Et à cette question, le président a directement répondu qu'il faut que les avocats s'organisent par petits groupes et qu'ils viennent donc à des heures précises et qu'il y ait une concertation avec toutes les parties pour qu'on définisse le canevas de déroulement de cette consultation. Par rapport à la question de la communication des listes de témoins, il y a eu aussi beaucoup de débats sur cette question-là parce que il y avait beaucoup d'insatisfaction. Les avocats, certains faisaient même pression pour qu'on commence les débats et qu'on rejette même les listes des témoins parce que, prétendait-il, on n'avait pas respecté la procédure. Parce que d'après eux, toutes les diligences n'étaient pas encore faites. Maître Claude Assira a affirmé qu'ils ont eu une liste de témoins. Maître Nanga, je crois, Madame Nanga, nous nous réjouissons que nous tirions vers la fin des préliminaires. Oui, il a dit que non. Pour lui, donc, il est satisfait qu'on tire vers la fin des préliminaires. Par rapport à la liste des témoins, il objectait aussi qu'il n'a pas eu on ne lui a pas communiqué la liste des témoins. Et pour lui, c'était une violation du code de procédure pénale. Et qu'il fallait qu'on clenche maintenant. On refuse donc, qu'on renvoie dans la liste de la communication de la liste. Maître Ngeo a présenté aussi des observations relatives à la gestion de l'audience. Il a dit pour lui qu'il fallait renvoyer parce que la liste n'était pas, on n'avait pas communiqué les listes. Et qu'on respecte le canevas. Et sinon, les gens qui n'ont pas communiqué les listes, ils devront s'en prendre à eux-mêmes. C'est cela. Maintenant, il a quand même été, un autre avocat était quand même un peu excessif. Il disait que bon, pour lui, on ne doit plus revenir sur ça. On doit seulement conduire tout le monde et dire que bon, on commence le débat, on ne tient plus compte des listes parce que les gens n'ont pas respecté les procédures. Parce que pour lui, le président devait constater seulement que ça n'a pas marché et qu'on continue seulement les débats. Sinon, on va dire que la communication de cette liste est irrégulière. Maître Claude Assira a repris la parole. Maître Claude Assira a dit que certes, vrai, il y a eu des couacs par rapport à la communication de la liste des témoins. Mais pour lui, la présence d'audience n'a pas, le président n'avait pas dit que à cette audience-ci, c'est-à-dire à la prochaine audience, c'est-à-dire à l'audience d'aujourd'hui, on allait ouvrir le débat. Non, ça n'a pas été dit. Donc, les avocats qui disaient donc il faut que le président prenne sur lui, excusez, il y a beaucoup de chaleur, que le président prenne sur lui de refuser la communication de la liste sous le prétexte que les gens étaient en retard. Non, il dit non. Aujourd'hui, il faut que les gens soient conciliants. Parce que de manière technique, on n'avait pas dit que ce procès, cette audience était une audience d'ouverture des débats. Donc, pour lui, c'était un préalable qu'on définit le contenu de la liste de témoins. Et pour lui aussi, deuxième chose qu'il a dit, c'est que les avocats doivent s'organiser, doivent aider le tribunal à s'organiser, à faire la police du procès. Sous la houlette, il a proposé que le bâtonnier Tchungang organise ça et que, en concertation avec le parquet, avec le ministère public, en concertation avec les autres parties civiles, les parties civiles en concertation avec la défense, qu'on puisse donc se concerter. Il a recommandé qu'on renvoie l'audience à plus. Par rapport à la question de la constitution de l'État, comme partie civile, ou bien comme partie civilement responsable, il faut qu'on tranche ce débat d'après lui. Sinon, on aurait le sentiment que l'État cherche quelque chose.
Et pour lui seul, le tribunal peut faire le distinguo entre ces deux positions. C'est une question décisive pour lui, dont on doit débattre. Que toutes les parties, d'après lui, qui prennent connaissance des réquisitoires, des réquisitions qui ont été déposées sur cette question. Parce que le représentant des Coeco, je crois que c'est lui, avec de la DGRE, non, des Coeco, a fait des observations écrites pour statuer. Est-ce que l'État est civilement responsable ou est-ce que l'État doit se constituer comme partie civile? Donc, vraiment, c'est une question fondamentale. Et pour les défenseurs, les avocats des Coeco, ils ont fait des réquisitions, ils ont déposé des réquisitions écrites pour trancher cette question-là. Et là, maître Akourassi a décidé que, alors proposé que tout le monde prenne connaissance de ces réquisitions-là et sur la base de cela, qu'on décide dans la prochaine audience quel est le statut de l'État, quel est le statut que la DGRE va occuper finalement. Et qu'on décide dans cette question en toute connaissance de cause. À la suite, donc, le président a pris la parole et il a dit que le tribunal comprend qu'en raison de la pluralité des acteurs et en tenant compte que les formalités de la communication de la liste des témoins n'a pas été effectuée à temps, le tribunal permettra que cela se fasse de manière régulière. S'agissant de la rencontre entre le tribunal et les parties, le président a proposé que le lundi 29 avril à 11 h, que tous se réunissent pour cette rencontre et qu'ils décident donc comment les choses peuvent faire avec la proposition qui a été faite précédemment sur la question de la tenue des audiences en session. Donc voilà donc à peu près comment le président a donc décidé de la cause. Il a donc demandé que l'audience, le procès soit renvoyé, que la cause soit renvoyée pour 3 éléments. Pour citer l'État DGRE comme civilement responsable, pour statuer sur cette question de l'État, savoir si l'État est civilement responsable ou bien si l'État peut se constituer comme partie civile. Donc la prochaine audience, on va décider, il va donc répondre à cette question-là. Il va aussi s'assurer qu'on communique la liste des témoins. Troisièmement, on va donc ouvrir les débats. Il a donc demandé si le ministère public avait des observations à faire. Et à cette question-là, le ministère public, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement et sa suite, n'ont pas jugé utile de faire des objections par rapport à tous les débats. Bien évidemment, en même temps qu'elle disait que le commissaire du gouvernement et sa suite disaient qu'il n'y a pas d'objection en l'état à l'heure actuelle. Il a invité donc les avocats et ceux qui les accompagnaient, qui accompagnaient les accusés, de prendre un café. Ouais, il faut quand même, ça fait partie du procès. Vous savez qu'il y a des gens que quand on ne parle pas de ce point à l'ordre du jour, l'affaire n'a pas été bien menée. Donc je vous dis qu'effectivement, le commissaire du gouvernement a respecté cela. Le point spécial nourriture, qu'il a appelé café. Alors, sur ce, le président du tribunal a donc décidé que l'audience est levée et c'était précisément à 13h25. Fin de compte rendu. Vous savez qu'on ne commande pas les choses là. On se contente de vous donner le compte rendu. Oh, vous savez, je suis épuisé quand même. Ça fait beaucoup de jours de débat et de sacrifice. Vous savez que le philosophe est le sacrifice de Dieu. Et j'aime bien sommeil. Et dans l'obscurité, je veux savoir si quelqu'un a une question. Je ne sais pas sur quoi. Moi, je ne suis pas avocat. Je ne commande pas cette affaire qui a failli me coûter la vie. Mais je ne sais pas si vous avez une question, n'importe quoi là. Vous savez que sans vous, je ne suis rien. En espérant que vos questions peuvent amener la lumière. Qui a une question? Je sais que vous avez toujours des questions.
JPRN nous fera un direct avec. Non, non, moi je ne me regarde, ça ne me concerne pas vos choses là-bas. Je ne suis pas dans la manipulation, dans l'escroquerie, dans le chantage. Vos petits gens là, ils savent ce qu'ils font. Mais ce pays-là, avec des gens comme ça, ne peut pas avancer. Derrière mon frère. Voilà. Merci beaucoup, Martha. Donc, il y avait. Qu'en est-il du dossier Bruno Bijan? Ah oui, c'est vrai quand même que je n'ai pas parlé de ça. Bon, bref, je n'ai pas commenté cela. Et je peux quand même vous avouer quand même que j'ai eu des beaux moments de salutation avec le maire de Bibé, l'ancien maire de Bibé, Martin Savon. Il est très sympa, hein? En public au moins. J'ai terminé ma part. J'attends impatiemment que vous me disiez s'il y a autre chose à faire pour vous. Et s'il n'y a pas de questions, je vais devoir aller chercher quelque chose à manger. Pourquoi Maxime Eko se fait représenter comment? Maxime Eko était là. Est-ce que le tribunal est compétent pour statuer sur la statut de la partie sur l'État? Mais oui, si on doit faire le procès, il faut bien qu'on tranche. Mais on ne peut pas, d'après moi, je ne pense pas qu'on peut trancher en disant que l'État peut se constituer partie civile. Bon, ça c'est ma lecture. Parce que vous ne pouvez pas avoir. Non, l'État ne peut pas faire comme ça, à mon avis, parce que ça, c'est le bon sens. Oui, merci Jules. Merci Jules Cousseau. Non, pour moi, ça n'a pas de sens, puisque bon, c'est la DGRE. C'est la DGRE, moi, je sais pas. Mais bon, eux, ils verront. Moi, du point de vue du bon sens, j'ai le droit de me prononcer du point de vue du bon sens. Et à l'écoute. À l'écoute de tous les débats. Parce que moi, je pars apprendre le droit, hein, les gars. Moi, je pars apprendre à l'écoute de tout ce que les gens ont dit. Je me fais un jugement. Mon âme et conscience, je dis non, l'affaire, si. Ce serait difficile que l'État dise que moi, je suis partie civile. Ils m'ont saboté. Ils ont écorné mon nom. Ça n'a aucun sens. Tu es devenu moins agressif. Bravo. Bon, si vous le dites, Raoul, c'est ça. En réalité, vous savez, nous sommes dans une démarche où on n'a pas peur des représailles. On est là pour défendre la République. Et lorsqu'on voit que les choses se normalisent d'un côté, bon, on doit prendre acte euh, et, et voir. Voir. Ce n'est pas, je ne me suis pas calmé, je ne sais pas quoi. Non, je dois observer, je dois voir comment ça évolue. Je ne suis pas né, je ne suis pas une bête sauvage. Je suis quelqu'un qui est soucieux de l'avenir, de la jeunesse de ce pays, de l'avenir de ce pays tout court. Donc, je n'en fais pas une affaire personnelle. Mais lorsque je vois que je peux apporter quelque chose et que des gens doués de mauvaise foi, d'une mauvaise foi patente, s'engagent à me détruire, à détruire des innocents, je dois être hors de moi. Je dois être hors de moi. Je dois être du côté des faibles, du côté des martyrisés, du côté des souffretés. Donc, je vous aime bien. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Merci beaucoup. Ah oui, disons mon nom. Bonsoir, mon frère. Oui, je l'espère aussi. J'espère aussi. Mais il faut qu'on s'appelle déjà avant qu'on se voit. Moi, mon numéro est là. Vous savez tout mon numéro. Mon numéro est public. Mon numéro est public. J'ai des luttes avec
Buyback, bon, ça c'est... J'ai fait ce que j'avais à faire, donc c'est pas important. Merci beaucoup et à très bientôt.